Bonjour à toutes et bienvenue dans le Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Tu as passé les fêtes de fin d'année épuisé de l'année, mais aussi là, début d'année, tu es épuisé des fêtes de fin d'année. Potentiellement, tu as bougé partout, tu as eu énormément de charge mentale entre les cadeaux, entre les déplacements, entre tout ce qui est organisation. Mais cette fatigue, tu l'as traînée aussi avant. Tu pouvais par exemple être fatigué dès le réveil. Et malgré le repos, les siestes, les compléments alimentaires, tu ne t'en sors pas et tu ressens toujours cette fatigue pesante. Et je te rassure, c'est pas de la paresse, c'est pas un manque de discipline et je vais t'expliquer dans cet épisode les différents types de fatigue, les solutions, comment y remédier et comment démarrer la nouvelle année plein d'énergie. Déjà, pourquoi on se trompe quand on parle de fatigue et pourquoi quand on est fatigué, on a tout de suite cette idée de « ok, il faut aller dormir ». Tout simplement, car quand on pense fatigue, on pense manque d'énergie. Or, ce n'est souvent pas un manque d'énergie dans le sens où le corps est capable de produire de l'énergie, surtout quand on dort suffisamment, quand l'on mange suffisamment. L'énergie est produite par l'organisme, mais c'est souvent en fait un manque de régulation. C'est-à-dire que le corps va être capable de produire de l'énergie, mais il ne va pas être capable de l'utiliser à bon escient. Et donc, quels sont les quatre grands types de fatigue chez la femme notamment. Déjà, il va y avoir la fatigue mécanique. Alors là, la fatigue mécanique, le repos va permettre également, du coup dans ce cas-là uniquement, de retrouver de l'énergie. Ça va être par exemple, dans le cas cette fatigue d'un surmenage ponctuel, d'un manque de sommeil, d'un décalage horaire, d'une surcharge physique, trop d'efforts, trop de sport. Donc dans ces cas-là, le repos va fonctionner. Mais en général, on a également de la fatigue chronique. Et donc ceci est vraiment un déséquilibre qui est plus moderne et qui se répand de plus en plus, notamment chez la femme. Donc on a la fatigue nerveuse, donc la fatigue du système nerveux. Donc cette fatigue, on l'appelle la fatigue surrénalienne. En fait, ça va être provoqué par du stress. Et le stress, en fait, il est tout autour de nous. C'est pas forcément un événement qui va venir vous stresser et donc vous allez vous ronger les ongles ou vous allez avoir des palpitations, par exemple, avant un événement. Non, ça va être un stress qui est beaucoup plus chronique, qui est beaucoup plus latent, qui est en permanence présent. Exemple, qu'est-ce qui peut stresser votre organisme? Déjà, tout changement, que ce soit un changement positif ou un changement négatif, que ce soit dans vos routines ou des changements type déménagement, nouveau travail, etc. Donc ça, déjà, ça va être une source de stress. Ensuite, il va y avoir tout ce qui va être pollution, alimentation transformée avec les pesticides, etc. D'ailleurs, même alimentation non transformée, parce que si vous consommez des légumes, par exemple, non bio, ils sont de plus en plus riches en pesticides de nos jours et donc ceci va venir agresser l'organisme. Ça va être aussi la surstimulation. Par exemple, d'avoir des écrans partout, de regarder son téléphone en regardant la télé, en mettant la télé en fond alors qu'on cuisine, ce genre de choses. Le fait de faire plusieurs choses à la fois également. Donc trop d'écran, trop de surstimulation. Et en fait, tout ceci va agresser l'organisme. Et qu'est-ce que le corps fait quand il se sent agressé? Il déclenche le mode survie, c'est-à-dire qu'il va produire du cortisol. Et donc, les surrénales vont produire du cortisol. Et si vous en produisez trop tout le temps, les surrénales vont se fatiguer et ça provoque de la fatigue surrénalienne. Il faut vraiment voir les surrénales comme un petit peu une voiture, on va dire. Donc, si vous avez une voiture et que vous avez des pneus sur la voiture, plus vous allez utiliser votre voiture, plus les pneus vont s'user rapidement. A contrario, si vous l'utilisez pas beaucoup ou si vous l'utilisez juste sur des routes goudronnées par exemple et pas dans des chantiers caouteux, du coup, les pneus ils vont s'abîmer moins vite. Voilà. Et en fait, les surrénales, c'est pareil. Plus vous allez les solliciter, les utiliser, plus vite elles vont se fatiguer. Et donc, elles vont réclamer en fait énormément d'énergie pour fonctionner. Et donc, le corps, en fait, dans cet état de déséquilibre, parce qu'il va avoir un pic de cortisol. Donc, le pic de cortisol, j'en ai déjà parlé de nombreuses fois dans mes précédents épisodes de podcast, comme quoi ça aussi dérègle les hormones. En fait, le fait que, déjà, les surrénales, donc, ça va les fatiguer de produire autant de cortisol tout le temps, d'être sursollicité. Ensuite, cette production de cortisol, elle va dérégler les hormones. Elle va dérégler l'insuline, par exemple, elle va dérégler les hormones féminines et d'autres. Du coup, le corps, il va d'autant plus se sentir en mode de stress. Donc déjà, ça va aggraver la production de cortisol. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Quand on commence à produire du cortisol, le corps demande encore plus de production de cortisol parce que c'est une source d'énergie à la base et le corps aime toutes les sources d'énergie. C'est pour ça que vous êtes attiré par le sucre, par les glucides, etc. Donc le corps va demander d'autant plus cette source d'énergie. Mais plus vous allez en avoir, plus il va y avoir des déséquilibres dans votre organisme. Et le corps, lui, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il va chercher à retrouver l'équilibre. C'est-à-dire qu'il va dépenser de l'énergie à essayer de calmer tous les effets secondaires de la production de cortisol
que vous allez avoir, c'est-à-dire les ballonnements, la chute de cheveux, le brouillard mental, le manque de concentration, etc. Et donc concrètement, quels sont les signes de la fatigue surrénalienne? Déjà, vous allez vous réveiller fatigué. Vous allez avoir besoin de café ou d'un excitant, matcha, thé ou autre, pour pouvoir fonctionner durant votre journée. Vous allez avoir une énergie instable durant la journée, avec des pics et des chutes d'énergie. Et souvent, en fait, potentiellement, vous allez avoir un pic le soir, alors que vous allez être fatigué le matin. Vous allez avoir de l'hypersensibilité, un sommeil qui n'est pas réparateur. Vous allez vraiment vous réveiller fatigué, avoir du mal à vous lever ou à snooze le réveil plusieurs fois. Et surtout, vous allez avoir des difficultés à ralentir. Et ça, donc j'avais fait un épisode de podcast aussi sur le sujet, sur le fait de ralentir, c'est-à-dire de réduire la vitesse à laquelle vous marchez, réduire la vitesse à laquelle vous vous habillez, réduire la vitesse à laquelle vous cuisinez, vous faites votre lit, vous faites le ménage, vous vous préparez, vous vous douchez. Voilà, il y a vraiment une différence sur le système nerveux quand on fait les choses avec calme, avec apaisement et dans une vitesse normale de croisière, ou quand on se presse, surge tout le temps. Ça va aggraver la fatigue. Donc dans ces cas-là, vous l'aurez compris, donc fatigue nerveuse, le repos ne va pas suffire. Il va falloir travailler en fait sur la cause de la fatigue nerveuse. Est-ce que ce sont les changements? Donc on va mettre en place des routines pour apaiser malgré les changements. Est-ce que ça va être une surstimulation? Donc on va modifier un petit peu ses habitudes, ne pas faire plusieurs choses à la fois, limiter les écrans, couper les écrans le matin, couper les écrans le soir, identifier la cause de cette fatigue nerveuse. Ensuite, on a la fatigue inflammatoire. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais. Quand vous avez de l'inflammation, vous créez des déséquilibres, que ce soit inflammation de bas grade ou plus élevée. À part que l'inflammation de bas grade, souvent on s'en rend pas compte parce que le corps y compense en fait. Vous n'avez pas vraiment de troubles digestifs, vous tombez pas vos cheveux, vous n'avez pas d'acné, vous n'avez pas forcément de syndrome prémenstruel ou de perte de libido, mais vous avez de la fatigue. Parce que votre corps, en fait, tous ces symptômes, il essaie de les rééquilibrer pour pas que vous les ressentiez, pour pas que vous ressentiez les déséquilibres. Et donc, il va dépenser énormément d'énergie à faire ça. Et donc, votre énergie est détournée pour calmer l'inflammation et vous allez produire des cytokines inflammatoires. Donc, les signes de cette fatigue inflammatoire, ça va être déjà de la fatigue du coup, un brouillard mental, des difficultés de concentration, des douleurs diffuses. Ça peut être tension au niveau du dos, de la nuque, du bas du dos, au niveau du ventre, la sensation d'avoir un corps rigide, en résistance en fait, et une récupération qui est lente. Exemple, si vous faites du sport, vous allez mettre du temps à récupérer et à avoir votre énergie. Ça, je le vois souvent par exemple, les personnes qui ne vont pas au sport le matin parce qu'elles disent « Ah non mais après, je suis KO et j'arrive pas à bosser de la journée ». Bon, voilà, on est dans une fatigue inflammatoire, par exemple. Voilà. Alors que normalement, si vous faites du sport, après, bon, à part si vous avez couru un marathon, bien sûr, vous allez être un petit peu fatigué. Mais par exemple, si vous faites un cours de pilates, un cours de yoga ou une séance de renfo ou de muscu le plus souvent, en fait, après votre séance, vous n'allez pas être fatigué. Votre niveau d'énergie va être stable. Et donc là, ça veut dire que vous n'avez pas de fatigue inflammatoire. Alors que si vous êtes fatigué, par exemple, après une séance, que vous mettez du temps à récupérer, là, on peut parler potentiellement de fatigue inflammatoire. Et donc, bien sûr, dans ce cas-là, le repos ne sert à rien. Il faut travailler sur l'inflammation. Qu'est-ce qui provoque cette inflammation de bas grade ou plus élevée? Voilà, et réduire l'inflammation. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez SOPK, syndrome prémenstruel, endométriose, troubles digestifs, problème de thyroïde, vous avez de l'inflammation à des niveaux différents, mais vous avez forcément de l'inflammation et donc de la fatigue. Et d'ailleurs, un des symptômes de toutes ces pathologies, c'est la fatigue. Et donc la fatigue va être provoquée par l'inflammation, par le corps vraiment, qui essaie de s'autoréguler. Donc, toutes ces pathologies-là, gardez en tête que vous avez de l'inflammation et qu'il faut réduire cette inflammation pour retrouver énergie et vitalité et que c'est vraiment pas une fatalité d'être tout le temps fatigué, même si vous avez une pathologie chronique ou une maladie auto-immune. Et ensuite, on va avoir la fatigue digestive. Donc ça, c'est une fatigue où en fait, vous allez mal assimiler les nutriments. Ça peut être à cause d'un ani. Donc l'ani, en Ayurveda, c'est le système digestif. Donc un ani qui est faible. Ou ça peut être à cause du fait que vous mangez des repas au mauvais moment de la journée ou vous faites les mauvaises associations alimentaires et du coup, vous n'assimilez pas correctement les nutriments. Et les carences que vous allez engendrer va provoquer de la fatigue. Et donc, les signes de fatigue digestive, ça va être la fatigue après les repas. Donc ça peut être du coup du fait d'une mauvaise absorption des nutriments, mais aussi d'aliments que l'on ne supporte pas, que ce soit les produits laitiers, le gluten ou autres. Les ballonnements, des coups de barre dans la journée,
Des envies de sucre. Donc les envies de sucre, ça peut être un résultat d'une fatigue digestive également. Il faut savoir que les envies de sucre, les causes sont nombreuses. Ça peut être de l'inflammation, ça peut être un déséquilibre de l'insuline. À voir qu'est-ce qui provoque du coup le déséquilibre de l'insuline, si c'est du stress, si c'est le cortisol ou si c'est une mauvaise gestion de l'ordre dans lequel vous mangez, une mauvaise gestion de votre glycémie. Il faut savoir en plus de ça que même les aliments sains peuvent avoir une glycémie, enfin en tout cas un indice glycémique plus ou moins élevé. Par exemple, si vous mangez des cerises, bon, c'est clairement pas la saison, mais voilà, si vous mangez des cerises, ça a beau être un fruit, ça a un indice glycémique élevé. Donc on va éviter de les manger à distance des repas, ou en tout cas sans matière grasse, sans oléagineux, si vous le prenez en snack par exemple. Voilà, et du coup cette fatigue digestive, ça va pas forcément être ce que vous mangez, mais ça va être comment vous le mangez et comment vous assimilez les nutriments que vous consommez. Donc voici pour les 4 types de fatigue. Ensuite, comme je disais au tout début, c'est souvent les femmes qui sont le plus souvent fatiguée. Et ça, je le vois, que ce soit sur Instagram avec les messages que je reçois ou même mes clientes. En fait, les femmes les plus épuisées, ce sont celles qui font tout bien, qui mangent sainement, qui font du sport, qui ont plein de routines, qui font potentiellement du jeûne intermittent, qui se forcent à aller au sport, à faire du cardio pour perdre du poids potentiellement, qui prennent des shakers de protéines, qui mangent des salades. Et donc là, je vous ai cité plein de problèmes. Donc déjà, alimentation clean, ça ne veut pas dire adapté à vous. C'est pas parce que vous mangez pas McDo que ça veut dire que vous mangez sain. Parce que sain, en fait, c'est pas une définition qui est commune à tout le monde. Sain, ça va dépendre de votre terrain, de votre dosha, de vos habitudes et de l'endroit où vous vivez également. Et il va y avoir plein de choses à prendre en considération dans une alimentation saine. Et donc c'est pas juste manger des féculents, des légumes et des protéines et du gras à chaque repas. Ça va être aussi les modes de cuisson, les associations alimentaires, les heures des repas, le type d'aliments à consommer. Par exemple, voilà, il y a le brocoli qui est déconseillé pour certains doshas alors qu'il va être très conseillé pour d'autres. Alors que le brocoli, on peut pas dire que ce soit un aliment malsain, qui soit pas bon pour la santé, c'est très bon pour la santé. Mais voilà, il faut adapter en fait en fonction de tout ça, en fonction de vos déséquilibres également, en fonction de votre cycle menstruel. Donc avoir une alimentation saine ne veut pas dire grand-chose pris dans sa généralité comme ça. Ensuite, faire du sport régulier. Pareil, c'est pas parce que vous faites du sport régulier que c'est forcément sain. Est-ce que vous fatiguez pas, vous épuisez pas votre corps? Est-ce que vous déréglez pas vos hormones en pratiquant une activité physique sans prendre en considération votre cycle menstruel? Est-ce que vous ne provoquez pas plus de stress oxydatif en faisant du sport? Chaque fois que l'on fait du sport, peu importe le sport, on produit du stress oxydatif, c'est-à-dire de l'inflammation, c'est-à-dire qu'on va avoir des radicaux libres. Donc après chaque séance de sport, l'idée farfelue, je trouve, de prendre des shakers de protéines. Je vais faire un épisode de podcast sur les shakers de protéines dans les semaines qui suivent, où j'explique les pour et les contre. Mais voilà, au lieu de prendre un shaker de protéines après votre séance où vous n'en avez pas vraiment besoin, votre corps il ne réclame pas ça, votre corps il réclame des antioxydants. Parce que vous avez eu du stress oxydatif, vous avez produit des radicaux libres, et donc pour baisser le stress oxydatif, parce que le stress oxydatif peut provoquer de l'inflammation, on va consommer des antioxydants. Et malheureusement, dans notre société moderne, c'est pas un manque de protéines qui rend les personnes malades, c'est un manque d'antioxydants. Donc, c'est-à-dire de légumes et de fruits. Voilà. Ensuite, le jeûne. Donc, les jeûnes intermittents, par exemple, pratique wellness par excellence sur les réseaux sociaux. Ben, ça, j'en ai déjà parlé. On produit du cortisol. À partir du moment où vous ne donnez pas, c'est un peu comme si vous ne donnez pas de carburant à votre voiture. Bon, ok, elle va démarrer, elle va taper dans les réserves à un moment donné. Mais à un moment donné, du coup, elle va s'arrêter parce qu'il n'y aura plus rien. Le corps, c'est pareil. Il va commencer à taper dans ses réserves. Et pour taper dans ses réserves, qu'est-ce qu'il fait ? Parce que le corps, il ne va pas piocher par miracle dans ses réserves. Qu'est-ce qui va permettre de piocher dans les réserves? C'est le cortisol. Donc le corps va produire du cortisol. Parce que le cortisol peut aller chercher le sucre qui est stocké dans les réserves, justement, et le libérer dans le sang pour le donner aux cellules, qu'on appelle les mitochondries, pour produire de l'ATP. L'ATP, c'est l'énergie du corps. Et donc c'est pour ça que les personnes qui jeûnent disent « Ah, mais pourtant j'ai de l'énergie ». Ben oui, ça veut dire que tu as du cortisol à fond. Donc c'est pas forcément bon signe. Donc en tout cas pour les femmes, je parle uniquement des femmes, mais pour les femmes, on va soutenir les hormones et le corps, en fait, il a besoin de se sentir en sécurité pour avoir un cycle menstruel sain, pour ne pas avoir de douleurs, pour booster sa fertilité, etc. On a besoin de se sentir en sécurité. Et de manger à heure régulière fait que le corps se sent en sécurité. Parce que si on saute un repas, le corps va produire du cortisol parce qu'il va dire « Ok, j'ai plus le carburant, donc il faut que je tape dans les réserves ».
donc je produis du cortisol. Ensuite, les checkers de protéines, donc ça je vais faire un épisode de podcast dédié, mais globalement ça provoque du stress digestif. Voilà, donc on va retrouver de la fatigue digestive au niveau des protéines, sans parler du fait que ça peut provoquer un excès de déchets azotés également. Donc ça j'en avais déjà parlé également dans l'épisode sur l'excès de protéines. Aujourd'hui, dans nos sociétés, on a beaucoup d'excès de protéines. Et donc quand on a trop de protéines, quand on consomme trop de protéines, on produit plus de déchets azotés. Et donc ça va fatiguer le foie et les reins. Et donc c'est pour ça qu'un excès de protéines, c'est déconseillé parce que ça peut provoquer des insuffisances rénales. Bien sûr, à haute quantité. Mais ce que je vois souvent et qui est assez drôle, on va dire, c'est que en ce moment, tout le monde se prend pour des athlètes en fait. Voilà, parce que les quantités de protéines que l'on doit consommer, c'est entre 0,8 g et 1,2 g par kilo de poids de corps. Et il y en a plein qui sont à 2 grammes, avec les checkers de protéines, etc., justement, qui consomment énormément de protéines. Parce qu'elles font du sport. Ok. Mais c'est pas parce que vous faites 3-4 heures de sport, même 5 heures de sport par semaine, que ça veut dire que vous êtes hyper sportif. Parce qu'on fait un métier, pour la majorité, après c'est pas forcément votre cas, mais pour la majorité, on a des métiers sédentaires où on est assis toute la journée, alors que le corps humain, il est fait pour bouger toute la journée. Donc même si vous bougez 1 heure par jour à la salle de sport, c'est quand même pas énorme. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir le site de l'OMS qui a redéfini la définition de la sédentarité et qui disait que même 4 heures de sport par semaine, ça faisait pas partie, vous faites pas partie des personnes sportives, et moi compris, mais des personnes sédentaires, quand on a un travail assis, un travail de bureau. Donc, il n'y a pas besoin de consommer un excès de protéines. Quand on parle de manger plus de protéines quand on fait beaucoup de sport, par exemple à 2 grammes par kilo ou 3 grammes par kilo de protéines, on parle de Cristiano Ronaldo qui fait 6 heures de sport par jour. Voilà, ça c'est un autre level. Lui, il a besoin de beaucoup plus de protéines. Voilà, parce qu'il est en mouvement en permanence. Mais quand on fait 4 heures de sport à peu près par semaine, voilà, c'est pas, on n'est pas considéré quand même dans les définitions en termes de santé comme des personnes sportives, mais juste comme un corps qui fonctionne quand même un minimum normalement, puisque le corps humain, il est quand même fait pour bouger. Et ça, il faut s'en rappeler, en fait. Et du coup, bouger, aller au sport, c'est pas un effort que l'on fait. Alors, je dis aller au sport, mais ça peut être très bien la marche ou quoi que ce soit. Mon message, en fait, c'est qu'il faut bouger. Le corps humain, il est fait pour bouger. Plus vous allez bouger, moins vous aurez de douleur. Je dis pas de soulever de la fonte, je dis pas de faire des trucs extrêmes, d'aller courir ou quoi que ce soit. Juste marcher ou faire du gainage, ce genre de choses. C'est des pratiques qui sont douces. Mais en fait, ça va permettre de mettre le corps en mouvement, en fonctionnement. Et donc, vous aurez moins de douleurs aux articulations, vous aurez moins de douleurs musculaires, vous aurez moins de tension dans le haut du dos, etc. Voilà, bouger, mais pour autant, le mouvement, en fait, fait partie de l'être humain, fait partie de notre fonctionnement biologique, et on développe des pathologies à ne pas bouger assez, mais il ne faut pas développer, en fait, des comportements trop extrêmes, notamment avec l'absorption qui est un peu hors proportion de protéines, quand on fait, en fait, juste le strict minimum pour le bon fonctionnement de notre corps. Voilà, donc ça c'est important parce que du coup, si vous ne faites pas assez de sport comparé à la quantité de protéines que vous allez absorber, du coup, ça va vraiment fatiguer d'autant plus votre organisme. Et ensuite, on a tout ce qui est salade. Alors les salades, les femmes, beaucoup de femmes en tout cas, aiment bien parce qu'elles ont cette idée que manger des salades permet de perdre du poids. Non, ça va provoquer de la fatigue digestive parce que souvent les salades, les fruits, les légumes, enfin les légumes en l'occurrence, sont crus. Et tout ce qui est crudité, en fait, irrite les intestins. En Ayurveda, on déconseille vraiment de manger les aliments crus, mais plutôt cuits de façon douce pour préserver les nutriments, etc. Donc voilà, pas des fritures par exemple. Mais voilà, privilégier une alimentation cuite, vous allez beaucoup mieux digérer. Donc, comme on a parlé des différents types de fatigue, on peut les relier au dosha. Par exemple, Vata va être plus sensible à l'épuisement nerveux, à la fatigue nerveuse, à l'instabilité et à l'anxiété. Pitta va être plus sensible à tout ce qui est irritabilité, fatigue inflammatoire. Pitta, je vous rappelle, c'est le dosha du feu. Donc, tout ce qui est irritabilité et surchauffe. Et Kapha, ça va plutôt être de la fatigue lourde, de la stagnation, du manque de mouvement en fait. Et donc, de la difficulté à démarrer, un manque de dopamine. Les plus épuisés, en général, ça va être les doshas Vata et Pitta.
Ça ne veut pas dire que CAFA ne peut pas l'être également, hein, mais c'est souvent des profils où le cerveau est en ébullition en permanence, le corps est enflammé, donc ça va être un combo parfait pour provoquer d'autant plus de fatigue. Et si vous ne connaissez pas votre dosha, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo pour faire le test. Et j'explique du coup sur la page également qu'est-ce que c'est les doshas, etc. Comprendre, pour que vous compreniez un petit peu tout ça. C'est une notion qui est hyper importante en Ayurveda et du coup dans votre bien-être au quotidien. Ensuite, autre chose qui va aggraver la fatigue, ça va être justement les compléments alimentaires. Et ça, beaucoup de femmes prennent beaucoup de compléments. En plus, c'est la mode un petit peu. Comme le jeûne, de poster en story combien de temps on n'a pas mangé, combien d'heures on n'a pas mangé. Et là, de poster en story le matin au petit déjeuner, sa petite barre là avec tous ces petits compléments alimentaires. Bon, ça, sans vouloir démonter un mythe, mais bon, un petit peu quand même, les compléments alimentaires, donc en fait, la base d'une alimentation anti-inflammatoire, il faut se rappeler que c'est une alimentation qui n'est pas transformée. Ok, donc jusque-là, on est good. Alors dites-moi, en quoi, bon, par exemple pour les protéines en poudre, en quoi de la poudre ionisée qui est dans un contenant en plastique n'est pas de l'alimentation transformée? Voilà. Et ensuite, dites-moi, expliquez-moi, en quoi des compléments alimentaires ne sont pas transformés? Voilà, une poudre que l'on retrouve dans des gélules et qui ont plein d'excipients qui ne sont pas très bons pour la santé. Hein. Souvent, on retrouve de l'aspartame, etc. dans les excipients. Dans les compléments alimentaires, on retrouve souvent de l'aspartame. Il y a à peu près une soixantaine d'études qui font le lien entre l'aspartame et le cancer du sein quand même. Donc, à éviter fortement de consommer de façon régulière. Donc déjà, il y a la qualité des compléments alimentaires qui va jouer énormément, mais il y a aussi juste de prendre des compléments alimentaires. Plus vous allez prendre des compléments alimentaires, plus vous allez irriter votre système digestif. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre, ça peut être utile à des moments donnés quand on a un plan d'action qui est clair et que du coup, on a ce plan d'action qui va durer un certain temps. Mais les compléments alimentaires ne sont pas là pour combler des déséquilibres sur le long terme. Exemple, vous êtes carencé en fer. Ben, la solution, or si vous êtes vegan bien sûr, ça ne va pas être de vous supplémenter à vitam aeternam jusqu'à vos 80 ans. Non. Si vous avez des carences en vitamine B ou en zinc, pareil, vous n'allez pas prendre des suppléments de zinc ou de vitamine B toute votre vie. Le but en fait, c'est de pallier à un moment donné à un gros déséquilibre pour vous rebooster un petit peu et ensuite mettre en place une hygiène de vie qui vous permet de ne plus avoir ce type de déséquilibre. C'est pareil pour les probiotiques. Beaucoup de personnes prennent beaucoup de probiotiques. Et j'ai eu des clientes comme ça qui prenaient des probiotiques non-stop depuis des années. Et elles avaient énormément de troubles digestifs parce que ça avait irrité le système digestif parce qu'il était surstimulé. Voilà. Et donc, on a mis du temps à faire un sevrage en fait de ces probiotiques et retrouver une digestion qui était normale parce que du coup dès qu'elle arrêtait les probiotiques c'était une catastrophe, mais du coup de retrouver une digestion qui est vraiment normale sans les probiotiques. Voilà, et donc c'est important. Par exemple, les probiotiques, ça peut être très utile quand vous avez pris des traitements, si vous avez été hospitalisé, si vous avez eu, ou si on vous a arraché les dents de sagesse et que vous avez dû prendre quelque chose. Voilà, à partir du moment où vous prenez des médicaments, vous allez créer une dysbiose, un déséquilibre au niveau du microbiote intestinal. Donc ça va être intéressant de prendre des probiotiques à ce moment-là pour rééquilibrer la flore. Mais une fois que c'est fait, soutenir en fait avec votre alimentation l'équilibre de la flore. Et l'équilibre de la flore, ça passe pas uniquement en fait par le fait de manger des aliments fermentés ou autres, ça passe aussi par le fait de réduire l'inflammation intestinale, par le stress, l'alimentation, etc. Voilà, et petit point à rajouter aussi, c'est que souvent en fait, si vous avez de l'inflammation, prendre des compléments alimentaires, ça ne va servir à rien. Parce que quand on a de l'inflammation, le corps, il est en mode survie. Il n'est pas en capacité d'assimiler les nutriments. Donc, ça va être une perte d'argent et vous allez causer plus de fatigue dans votre corps puisque ça va quand même fatiguer le foie de processer en fait les déchets provoqués par les compléments alimentaires. Ça va surcharger les reins également et ça va irriter les intestins. Donc, pour sortir de cette fatigue, vous avez vu, il y a énormément de choses en fait qui peuvent contribuer à votre fatigue chronique. Donc, déjà, ça va être d'identifier dans quel type de fatigue vous vous retrouvez. Ensuite, d'identifier la cause. Mais globalement, qu'est-ce que ça va être? Ça va être déjà de réduire les stimulations générales, réduire votre stress, réduire l'exposition à tout ce qui est trop d'écran, trop de bruit, trop de lumière tout le temps. Ça va être de restaurer la sécurité nerveuse de votre organisme. Voilà, donc de réduire aussi l'inflammation, de réchauffer le corps avec une alimentation nourrissante adaptée à votre cycle, de stabiliser votre glycémie également. Voilà, à partir du moment où vous déréglez une hormone, ça provoque du stress aussi sur l'organisme. Et de pas forcément pousser le repos
lorsque vous avez identifié que la fatigue que vous avez n'est pas de la fatigue mécanique. Je vous rappelle qu'il n'y a que la fatigue mécanique où le repos peut être utile, sinon c'est pas forcément utile. Donc plutôt rajouter du mouvement, doux, etc. Prenez le soleil, restez dehors, connectez-vous à la nature, apaisez votre système nerveux avec des routines qui vous font du bien et réduire tout ce qui est trop extrême, donc comme les jeûnes, comme la caféine, comme les shakers de protéines, comme les compléments alimentaires. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais vous voulez aller plus loin pour justement traiter la cause de votre fatigue et là où les causes de votre fatigue, je vous invite à réserver une consultation gratuite. Le lien est dans la description. Et sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.